Bonjour, je suis Stéphane Fraisse, je suis le réalisateur de Tu choisiras la vie. Le pitch du film, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est née dans un milieu ultra-orthodoxe, juif, et qui est arrivée à un moment où la contrainte de cette vie est insupportable. Et maintenant, c'est un mot qu'on connaît un peu. Elle essaye de devenir une sortante, mais c'est très difficile. Et elle va accompagner sa famille dans les Pouilles pour aller chercher un fruit sacré pour la religion juive. Voyage qu'ils font chaque année, et pendant ce voyage où elle va tenter de s'arracher à ce monde, elle va faire la connaissance du propriétaire de cette propriété qui n'a rien en commun avec elle, ni l'âge, ni la tradition, ni la langue. Et je dirais ensemble, ils vont s'arracher au poids trop lourd de leur héritage pour trouver la liberté. Et de là va naître probablement, c'est peut-être la genèse d'une autre histoire. En fait, sincèrement, c'est en parlant, en commençant d'ailleurs, c'est très nouveau, c'est la première interview réelle que je fais sur le film, mais j'en ai parlé évidemment avec des amis autour de moi, des gens qui ont un peu déjà vu le film. Euh, c'est amusant parce qu'en fait, c'est amusant comment la mémoire et comment notre cerveau est fait. On a l'impression d'avoir à peu près compris les choses, et puis tout d'un coup, au détour d'une conversation, d'un mot, d'une suggestion de quelqu'un, une idée, une chose très profonde remonte à la surface, et je me suis rendu compte que non, je n'avais pas la question que je croyais connaître, ou la réponse à la question que je croyais connaître, que c'est plus compliqué que ça, que c'est évidemment attaché à, à, à ce que j'ai reçu et ce que je n'ai pas reçu d'ailleurs dans mon éducation, ayant une mère qui appartenait de manière très entière à ce monde-là, et un père totalement agnostique, dont le père, donc mon grand-père, qui est mort en camp de concentration à Auschwitz. Donc deux êtres qui étaient des deux côtés de la balance. Voilà. Et donc j'ai grandi avec cette espèce d'incompréhension, en fait, pour me situer et pour trouver ma place dans ce qui était, oui, le juste endroit, celui qui me convenait, en fait. Et c'est très difficile. Je trouve que les êtres qui portent un certain poids, qu'on a envie d'entendre, sont ceux qui, d'une certaine manière, se sont dégagés de ce surpoids qu'ils ont sur les épaules. Et on passe notre vie on sait que trop léger, on n'avance pas, et que trop lourd, on croule. Tout l'enjeu est de trouver cette harmonie, cette chimie qui fait qu'à un moment, vous portez à peu près ce que vous avez reçu, ce qu'on vous a transmis, ce qui est bon pour vous. Alors évidemment, c'est résumé rapidement, mais c'est le destin de cette jeune fille. Elle a compris que c'est trop lourd pour elle, et elle sait que sortir de ce monde va être un terrible périple, parce que l'histoire, on la connaît, que ce soit en Israël pour les gens qui s'arrachent au milieu orthodoxe en Israël, mais que ce soit partout dans le monde laïque qui ne connaît pas et qui ne comprend pas le monde religieux, n'a pas fait encore la place pour ces gens-là. Donc, ils ne sont plus chez eux parce que leur croyance en Dieu, ils l'ont perdue, ou en tout cas, ils ont un regard si neuf et si surprenant sur ce qu'ils pratiquaient de manière automatique qu'ils sont totalement déstabilisés. Et la connaissance de cet autre monde, ils n'ont pas, ils sont totalement dans un no man's land. Et c'est ce no man's land que j'essaie de raconter. D'abord, la première chose que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas un film juif. Et puis, vous l'avez vu, je crois que c'est un film qui vraiment tend vers l'universel, d'abord parce qu'elle est juive et lui ne l'est pas. Et qu'au fond, ce que j'essaie de dire, c'est que on a tous sur les épaules un héritage qui pèse. Et toute la bataille de notre vie, c'est d'essayer ce que je disais tout à l'heure, de s'émanciper tout en gardant au fond de nous ce qui quand même nous permet de tenir debout. Parce qu'ils incarnent, lui et elle, ils représentent au fond qu'on livre tous.
qu'on soit juif, chrétien, musulman, agnostique, laïque, enfin peu importe. Donc, j'ai surtout pas voulu caricaturer les personnages. J'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour cette famille orthodoxe. Au fond, ils sont très honnêtes avec eux-mêmes. Le discours que lui tient, ce rabbin, il est très beau. Et ce n'est pas un discours de guerre contre le monde, ce n'est pas un discours de guerre contre ceux qui pourraient sortir d'ailleurs. Mais elle sait que si elle s'en échappe, plus rien ne pourra les lier. Il n'y aura plus la possibilité d'un langage. Et à partir du moment où il n'y a plus de langage entre les êtres, il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'ailleurs de religion, puisque c'est là-dessus que tient le rapport. Il n'y a plus rien. Donc elle sait très bien qu'elle ne peut pas lui parler, alors qu'elle adorerait pouvoir le faire. Je n'ai pas voulu faire de cet homme l'archétype d'un homme rigide et porte-parole d'un Dieu aveugle à tout ce qui n'est pas de ce monde. Je voulais faire entendre d'ailleurs ce que dit le personnage du rabbin est très beau sur cette capacité qu'a Moïse à se retourner pour voir devant lui. L'avenir se trouve derrière nous. Et donc, ce qui peut laisser le spectateur libre de toute interprétation. On peut très bien, à un moment, prendre des décisions dans nos vies parce qu'on en a besoin, mais qui ne sont pas bonnes pour nous. On en a besoin. On ne tient plus dans notre rapport avec l'autre, avec notre conjointe ou notre conjoint. Donc, on s'arrache. Mais qui dit que c'est le bon choix? Le bon choix, c'est celui qu'on a besoin de faire. Et je n'ai pas voulu justement choisir qui avait raison, qui avait tort. Je pense que chacun est à sa place. Chacun fait le parcours qu'il doit faire. Et il y a des dégâts. Et il y a toujours des dégâts. Alors, j'aime cette métaphore d'Hubert Reeves quand il explique aux enfants le Big Bang. Il leur dit, quand la mer est haute, à marée haute, vous êtes sur une digue, vous ne voyez rien d'autre que la mer. Mais quand la mer se retire, qu'est-ce que vous voyez? Vous commencez à voir le sable. Et donc, sur le sable, vous commencez à voir les coquillages, les sandales oubliées, les tubes de crème solaire ou les seringues selon là où vous vous trouvez. Et ben c'est ça, au fond. Je pense que j'étais à marée haute pendant un moment de ma vie. Et je pense que lentement, la mer se retire. Il y a des gens chez qui la mer se retire très vite parce que la vie les a jetés dans des choix et des besoins de s'engager plus rapidement que d'autres. Moi, je fais partie des gens très lents, qui maturent très lentement les choses, et trop lentement, souvent, je le pense, et qui... et là, le court-métrage a été un déclencheur. Je me suis rendu compte que je me sentais très bien, que je me sentais tout à fait à ma place devant un combo. J'adorais regarder les comédiens, qu'au fond, les diriger n'était que le prolongement de ce que j'avais déjà fait dans ma vie, et que je n'étais pas vraiment de l'autre côté. En fait, quand on dirige les acteurs, on vibre de ce qu'ils vont dire, d'abord parce qu'en plus on l'a écrit, donc on le ressent, on n'est pas complètement extérieur à ce qui se passe. Puis parce que c'est une chose que j'aime faire, j'aime la relation que j'ai à eux, elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus douce, d'ailleurs probablement que quand je travaille comme acteur. Et donc ça n'a pas été une violence, ça a été une évidence qui est venue lentement. Pourquoi 11 ans entre le court et le long? Parce que j'ai mis une dizaine d'années à l'écrire. Et pour une raison simple, c'est que ce travail que j'ai fait sur où me situer entre là où se situe cette jeune femme qui s'arrache et lui qui est une partie de moi aussi, c'est-à-dire un homme qui est ancré, qui n'arrive pas à s'arracher au sillon qu'il est en train de creuser, dans lequel il est en train de s'enterrer. Au fond, j'ai passé 10 ans à me poser la question, d'une certaine manière, à me poser de la question de là où je me situais. Et c'est très difficile quand on écrit de raconter des choses simples, subtiles, de ne pas chercher de ne pas tricher, tout simplement. Voilà. En fait, le court-métrage, on me l'a proposé. Et c'est une histoire assez drôle parce que on me le proposait tous les 6 mois comme un court-métrage. Je travaillais beaucoup, par chance à l'époque, donc un court-métrage c'est fin comme ça, ce qui fait que je le posais sur une pile de scénarios qui vite le recouvrait. Et tous les 6 mois, la productrice désespérée me disait, mais vous l'avez lu? Et au bout de 4 fois 6 mois, c'est-à-dire 2 ans quand même, j'avais tellement honte, je vous dis excusez-moi, mais je vous jure que j'ai été inspiré dans une folie de ma vie.
je le lis. Et je le lis et je prends un stylo. Et pendant que je le lis, très spontanément, naturellement, je commence à raturer partout. Je garde la première ligne qui est cette vieille dame regarde son fils et lui dit je veux voir le Dr House, qui correspondait à un moment où moi, je ressemblais un petit peu, j'avais quelque chose un peu de lui et on me le disait un peu partout, donc je trouvais ça amusant quand même que. Et puis j'ai tout réécrit, tout, mais ce n'est pas dans une volonté de détruire, c'est parce que il s'agissait de moi. Or, je ne me retrouvais pas dans ce personnage, mais je trouvais que le pitch de départ était intéressant. Et puis au tournage, il s'est passé une chose que je ne pouvais pas imaginer, c'était mon premier film. Je me tourne vers mon chef FOP et je lui dis on va sortir la dolly, on va monter. Il me dit quelle dolly? Et je lui dis la dolly pour monter la caméra, pour voir au-dessus d'elle. Mais il n'y a pas de dolly. Comment il n'y a pas de dolly? Non. Et en fait, on ne s'est pas du tout compris, ou il ne m'a pas du tout compris, ou je me suis très mal exprimé. Enfin, en fait, il n'y avait rien. Il y avait un camion vide avec une caméra et un pied. Donc, en fait, j'étais obligé d'écrire cette histoire avec ce que j'avais. Et j'avoue que c'était un défi qui était amusant, mais dans lequel je ne me suis jamais véritablement identifié. Voilà, c'est un travail que j'ai fait. Ça m'a juste fait comprendre que j'avais un goût profond pour ça et qu'il était temps maintenant de faire remonter à la surface des choses qui m'étaient essentielles. Voilà. J'ai mis 10 ans à arriver à l'essentiel et à me débarrasser de cette question qui, d'ailleurs, continuera à poser question au fur et à mesure. Où est vraiment ma place et où je suis pour être bien. Voilà. Et c'est la question qu'on se pose tous un peu. Voilà. Pour les 3 personnages principaux, que ce soit lui et elle et le rabbin, je voulais échapper à toute caricature. Et il fallait donc, et puis surtout, c'était quelque chose à vivre plus qu'à jouer. Donc je trouve que Lou a quelque chose de diaphane, d'une beauté assez unique, et en même temps, elle est ange et elle peut être démon, ou en tout cas démon contre elle-même. On sent qu'il y a une violence à l'intérieur d'elle qui est prête à sortir tout le temps avec ses traits de sainte. J'aime beaucoup le plan qu'on a fait avec elle sur le toit dans cette grande chemise blanche. On dirait un Christ, on dirait un ange tombé du ciel. Et c'était la première que j'ai vue, ça a été immédiatement une évidence. Et elle connaissait rien d'ailleurs du monde juif, ou très peu, et elle s'est fondue là-dedans avec une facilité extraordinaire. Mais elle porte la douleur d'une chose qui pèse trop sur ses épaules. Et ça, c'est merveilleux. Donc, elle a été formidable à porter. Lui, je l'avais vu dans plusieurs films. Il fallait quelqu'un de bourru, quelqu'un d'agricole, quelqu'un de dur au mal, pas trop beau, mais avec une gueule, du charisme, et en même temps un taiseux comme pouvaient l'être certains très grands acteurs qu'on connaît. Moi, j'adore les acteurs qui savent regarder. J'ai souvent été le chercher dans des moments d'écoute parce qu'il était là. D'un gros caractère et ça n'a toujours été facile, mais je me suis rendu compte d'ailleurs ce que ça veut dire être comédien. Ça m'a bien fait. Alors, après ce film, j'ai eu envie d'appeler à peu près tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé en leur disant pardon. Pardon, mais alors pardon, voilà, je suis désolé, j'ai compris. Mais il a été formidable parce qu'il a quand même, pas quand même, il a énormément donné au film. Les acteurs italiens sont moins habitués que nous à être dirigés. Donc, en fait, il s'est senti un tout petit peu serré dans ce que je lui demandais, mais je voulais l'amener à ce personnage totalement démuni, simple, qui est beau par la manière qu'il a de constater que cette jeune femme est dans un combat douloureux avec elle-même et qu'il doit l'aider. Et il m'a donné ça, ce qui fait que je trouve que le face-à-face entre eux, le rapport entre eux est merveilleux et l'un apporte à l'autre. Voilà, j'ai été terriblement gâté pour ce premier film par ces acteurs. Et le rabbin est un vrai rabbin. Alors, c'est compliqué parce que dans ce grand débat aujourd'hui où il faut prendre un footballeur pour faire un footballeur et, euh, et un noir pour faire un noir et un juif pour faire un juif, moi, je ne me situe pas du tout là-dedans. Moi, je pense qu'on est des acteurs, qu'il y a une place pour nous. Quand j'ai entendu la déclaration de Tom Hanks sur Philadelphie, j'ai juste envie de pleurer. Et enfin, je sais que tout le monde ne sera pas de mon avis, mais je m'en fous. Je trouve que c'était un danger formidable que ce genre de déclaration pour notre métier et pour la liberté de pouvoir dire ce qu'on est à travers ce qu'on n'est pas.
Et donc, mais là, il y avait quelque chose qui m'alléchait chez lui, c'est qu'il y a une gestuelle du corps quand vous priez depuis 60 ans. Mm. Il y a quelque chose dans la manière de parler à Dieu, de s'adresser à Dieu, qu'il est assez difficile de jouer. Donc, il m'a donné cette garantie-là. Il n'était pas acteur et c'était pas très grave. Il a fallu travailler, mais il m'apportait cette puissance, ce charisme qu'ont les hommes de foi. Et ça, la pellicule l'a attrapé. J'en suis très heureux. D'abord, c'est ma culture. Quand je joue en italien, j'ai fait des films comme acteur en italien. Il y a un truc exotique qui fait que c'est pas complètement moi. Quand je parle pourtant complètement couramment l'italien. En anglais, c'est bien pire. Euh, j'adore être dans l'étrangeté de la langue parce qu'elle permet, c'est ce que disait Gary d'ailleurs, bien mieux que je vais le dire, c'est à partir du moment où on ne se comprend plus dans la langue qu'on commence à pouvoir se parler. Et je crois beaucoup à ça. Mais la langue française est d'une telle richesse. J'ai eu la chance de l'approcher par le théâtre, par les rencontres que j'ai faites, par la littérature. Donc, ça a été l'ambassadeur quand même d'une certaine culture dans le monde pendant tant d'années. Donc, et puis, c'est à moi, quand on m'a tendu la main en Italie pour commencer une carrière là-bas, quand j'ai pu même le faire aux États-Unis, j'ai pas eu envie parce qu'il y a quelque chose en moi qui est profondément attaché à cette langue. Mais j'aime l'exotisme des rencontres, des chocs, des collisions entre les langues. C'est pour ça que dans mon film, il y a l'italien, il y a du géorgien, il y a du calabrais, j'allais dire du pouilleux, du dialecte des Pouilles, il y a du romain. Voilà, et tout ça est très important parce que c'est cette espèce de tour de Babel qui est de cette tour-là que sort la musique du film. Vous m'avez demandé au début pourquoi je choisissais ce film. Euh, ma mère est rentrée dans ce monde, dans cette communauté. Elle est partie vivre à l'étranger. Je ne l'ai plus vue pendant longtemps. Et puis après, j'ai été la voir. Mais je souffrais beaucoup d'avoir perdu ma capacité, le plus petit pont possible pour arriver vers elle. Je ne le trouvais plus. Et ça a été une souffrance. Et je me suis demandé, d'abord, je me suis demandé qui avait raison, qui avait tort. Et quand on est fils, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose et qu'on ne nous donne pas, qu'une mère ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez. Et puis, il m'a fallu tout ce temps, ces 10 ans, pour mesurer ma responsabilité aussi dans l'échec peut-être de ma relation avec elle. Elle vient de mourir. C'est pour ça que c'est un film. Pour moi, c'était très important qu'elle le voie et c'est assez douloureux qu'elle puisse pas être là pour la première projection de ce film. Mais j'ai aussi fait ce film pour essayer d'entamer avec elle un dialogue qui était devenu impossible parce que chez elle, il n'y avait plus d'autre place que celle qu'elle donnait à Dieu. Et dans la mienne, évidemment, entrait la volonté de la heurter pour fissurer cette espèce de carapace qui était la sienne et de lui dire, c'est dans la fissure, c'est à travers cette fissure que la lumière rentre. Et c'est pas avec une carapace opaque. Il faut à un moment installer du doute dans ta croyance pour qu'elle devienne plus forte. Mais je n'arrivais pas à le dire avec mes mots et j'ai fait le choix de faire ce film. Voilà. À très vite à Angoulême et à Saint-Jean-de-Luz. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir.